amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser, c'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. La blessure, inévitable pour la plupart des sportifs de haut niveau, fait partie intégrante de leur métier. Elle varie en gravité et en possibilité de rétablissement, nécessitant toujours une capacité d'adaptation et un accompagnement sans faille des équipes médicales. Bien que la danse classique ne soit officiellement pas reconnue comme un sport de haut niveau, contrairement au break ou aux danses latines et standards, un danseur classique est non seulement un artiste, mais aussi un athlète. Il s'investit sans relâche dans son art, sollicitant intensivement son corps pour offrir des performances d'une précision technique et artistique irréprochable. Dans cet épisode de Mindways, nous plongeons dans le parcours de Stephen McRae, danseur étoile du Royal Ballet de Londres. Au sommet de sa carrière, il s'est grièvement blessé au tendon d'Achille, en pleine représentation, mettant sa carrière en péril. Après 2 années d'une réhabilitation intensive, entouré par ses entraîneurs et l'équipe médicale du Royal Ballet, il a suivi un programme spécial pour retrouver sa condition physique. Pour approfondir le film et discuter des défis liés aux blessures dans le monde de la danse, je reçois Stéphane Carrel, réalisateur du film Resilient Man, consacré à Stephen McRae et actuellement en salle, ainsi qu'Éléonore Guérino, sujet de l'Opéra National de Paris. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander à chacun de vous présenter ? Et Éléonore, honneur aux dames. Alors, je suis danseuse à l'Opéra de Paris, je suis au grade de sujet, ça va faire maintenant depuis 2005 que je suis professionnelle et là je suis actuellement aussi blessée, donc du coup ce sujet me parle, voilà. Ok. Et moi, donc, je suis réalisateur de documentaires depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà, donc j'ai réalisé pas mal de documentaires pour des chaînes comme Canal+ et Arte. Et Resilient Man est mon premier documentaire pour le cinéma. Ok. Donc Stéphane, déjà merci d'être là. Bravo pour le film que j'ai pu voir la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de la genèse de ce film, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce film et comment tu as rencontré Stephen et ce qui t'a amené du coup à le suivre pendant presque 2 ans si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Donc la genèse du film, j'ai fait il y a quelque temps un documentaire sur le couturier anglais Paul Smith. Et Paul Smith, en dehors de la mode, il est aussi photographe. Et pendant que je tournais avec lui, il a fait une séance photo avec les danseurs étoiles du Royal Ballet. Parmi eux, il y avait Stephen McRae. Et c'est donc Paul Smith qui, la première fois, m'a parlé de l'histoire de Stephen McRae, l'histoire personnelle de Stephen McRae, avec tout ce parcours en Australie qui passe le prix de Lausanne et qui arrive très tôt au sein du Royal Ballet. Donc déjà, j'avais ces éléments-là en tête en me disant, tiens, effectivement, ça pourrait faire un très beau film avec une trajectoire un peu particulière. Et puis voilà, donc j'ai pris contact avec Stephen assez rapidement en lui disant qu'un jour, j'aimerais bien faire un portrait de lui. Et puis les années ont passé, on est resté en contact. Et en même temps, moi, j'avais envie d'aller au-delà du simple portrait de danseur. J'avais envie de raconter cette histoire, mais peut-être d'essayer de lui trouver un angle un peu plus fort, d'aller au-delà de ça. Donc un peu, très récemment, la blessure est arrivée. Et à ce moment-là, j'ai donc repris contact avec lui parce que j'avais aussi envie de parler de ce sujet dans le monde de la danse, qui est quand même un sujet assez compliqué à aborder, voire même tabou. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'en parler. Je n'avais pas vu de film jusque-là qui parlait de ce sujet-là. Et donc voilà, donc j'ai rappelé Stephen, je lui ai parlé de ce film avec cet angle-là. Et lui, en fait, m'a dit oui tout de suite parce que lui-même avait très envie de témoigner de ça, de tout le parcours que ça allait lui demander pour revenir sur scène après une telle blessure. Et donc, il était prêt à justement en parler de manière extrêmement ouverte, sans tabou justement, et en expliquant tout ce par quoi il était passé et il allait passer pour revenir sur scène. Donc voilà un peu toute la genèse du projet. Et après, tout ça arrive juste avant le Covid. Donc du coup, moi je pensais pouvoir tourner le film beaucoup plus tôt, mais le Covid m'en a empêché. Ouais. En même temps, ça a été très compliqué aussi de trouver les financements pour pouvoir tourner ce film dès le départ.
Mais en même temps, le Covid m'a beaucoup aidé aussi parce que ça m'a permis d'écrire et de travailler sur le projet. Et en fait, pendant le Covid, tous les vendredis avec Steven, on se faisait des Zooms de 2 heures. J'étais un peu son rendez-vous psy du vendredi à 17h. Et pendant 2 heures, en fait, on parlait. J'avais des tonnes de questions à lui poser. Donc, en fait, on a énormément échangé sur sa vie, sur comment il travaillait, comment il se sentait, etc. etc. À la fin, il m'a même dit je crois que tu vas finir par mieux me connaître que ma femme. Donc, c'était marrant. Et en fait, tout ça, ça m'a vachement nourri pour faire ce film et surtout pour le faire comme je voulais le faire, c'est-à-dire vraiment pénétrer dans l'intimité du danseur. Pas juste se contenter de suivre un danseur qui doit remonter sur scène, mais aller bien au-delà et vraiment sentir tout ce que ça peut représenter pour un danseur de se retrouver dans cet état-là et de traverser cet état-là mentalement et physiquement. Vraiment pas que physiquement, mais aussi mentalement. Et donc voilà, ce qui fait que tout ce travail-là, en fait, moi, ça m'a permis d'essayer de vendre le projet. Ça a été compliqué de trouver les fonds au début pour tourner. Mais quand le premier jour de tournage est arrivé, ça a été extrêmement bénéfique parce qu'en fait, quand on s'est retrouvés pour tourner, ça a été évident tout de suite. C'était comme si on s'était toujours connus. Ouais. Et il n'y a pas eu de gêne avec la caméra, etc., comme il peut y en avoir. Et la connexion s'est faite immédiatement. Ouais, t'étais prêt, quoi. Ouais, j'étais prêt. Lui aussi, il attendait que ça, lui en plus. Il trépignait même. Et puis, il était temps que j'arrive parce qu'on était à 2 mois à peu près de sa remontée sur scène. Et ce qui était bien, c'est que lui avait documenté tout ce par quoi il était passé jusque-là. Parce qu'il poste énormément de choses sur les réseaux sociaux. Il se filme régulièrement, justement, avec cette envie de toujours témoigner de cet état-là du danseur pour justement que ça serve aussi à quelque chose. Donc voilà un peu tout le processus. Super. Tu l'as dit, la blessure dans la danse, c'est quelque chose d'assez tabou. Autant on parle régulièrement des footballeurs, des sportifs de haut niveau. Il y avait le perchiste qui s'était blessé. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des sportifs. En danse, c'est quelque chose de complètement tabou. Éléonore, tu peux nous expliquer le pourquoi de ce tabou ou la peur que ça engendre derrière? Alors, je pense que, après, c'est ma vision personnelle et je ne dirais pas que ce serait universel. Loin de moi, cette prétention. Non, la seule chose que je dirais, c'est qu'en règle générale, on veut, comme c'est un monde artistique, on ne veut pas montrer l'effort, donc on ne veut pas montrer non plus nos faiblesses. Et la première chose qu'on va faire, c'est cacher, ne pas en parler et juste témoigner que quand on est présent, c'est que tout va bien, mais sinon on se met beaucoup en retrait quand on est blessé. Donc je pense qu'il y a cette sorte de pudeur où on n'ose pas, on n'ose pas en parler, on n'ose pas échanger là-dessus. Après, je pense qu'avec le temps, ça commence à changer. Dans les mentalités, petit à petit. Après, au niveau du staff médical, c'est davantage pris en charge, je trouve, depuis à peu près, on va dire, entre 5 à 10 ans, de manière vraiment plus sérieuse, en tout cas, une vraie prise en charge. C'est ce que dit d'ailleurs Stephen McRae au Royal Ballet. Ils ont vraiment pris conscience de ça il y a une dizaine d'années. Oui. Ouais, exactement. Je pense qu'en France, on est un tout petit peu en retard, mais pas si loin. On s'en rapproche. C'est juste que la prise de conscience s'est faite plus lentement, parce qu'on veut encore garder le côté... et même, il y a un gros débat sur le fait que on soit des artistes et non des sportifs de haut niveau, des athlètes. Ouais, et on peut avoir vraiment ce parallèle-là. Et il y en a qui vont dire non, on est des sportifs de haut niveau. Oui, mais on a un petit côté artistique. D'autres, c'est non, c'est que artistique. Le reste, on le fait passer parce que c'est dans l'effort. Mais voilà. Donc, il y a vraiment ce débat-là. Et je pense que le fait que ça soit tabou, c'est parce qu'on reste dans une condition d'artiste à part entière. Autant dans notre statut que dans la prise en charge au départ. Ouais, puis il y a même un travail, je trouve, à faire auprès du public. Parce que le public, effectivement, lui, il a envie de voir le danseur magnifique. Il n'a pas du tout envie de voir le danseur en sueur, le danseur qui souffre, etc. Il ne veut pas en entendre parler. Il veut juste le voir briller sur scène, faire tout un tas de pirouettes, si possible de plus en plus, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail aussi d'éducation à faire sur le public. Et effectivement, comme tu le dis... arriver à faire comprendre que oui, les danseurs, c'est autant des artistes que des athlètes, quoi. Et il est vraiment là le problème, entre guillemets, quoi. C'est la difficulté
Ce qui est, plus, quoi. ce qui est assez intuitif pour tout le monde qui fait du sport, c'est que un footballeur il s'entraîne, un tennisman il s'entraîne, il a des heures d'entraînement. Un danseur en fait c'est pareil, il y a des répétitions et des cours et du training, de la muscu, des choses comme ça. Juste pour resituer un peu les choses, tu as combien d'heures d'entraînement à peu près par jour? À la louche. Au moins 1h30 de cours le matin pour se chauffer, et après ça peut varier entre 2h à 2h30 minimum pour les répétitions, en allant à 5h, 6h, plus le spectacle le soir qui fait entre minimum 1h30 à 2h, voire 3h au niveau du show, quoi. Et là-dedans, on compte pas la séance de kiné, la séance de muscu, etc. Donc c'est clairement un entraînement de sportif de haut niveau. Effectivement, une personne qui vient au spectacle, elle vient voir un spectacle, donc elle veut voir des artistes au top, si possible. Qui fasse rêver. Ouais, c'est ça, et qui ne montre pas la faiblesse, en fait. Non, c'est ça, ouais. Et c'est ce qu'on se dit souvent, d'ailleurs, quand on regarde un spectacle, c'est à quel point ça peut paraître facile quand on les regarde, alors qu'en fait, derrière, c'est quand même des heures et des heures et des heures d'entraînement et de souffrance qui amènent sur des blessures. Mais même sur, pardon, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à même le mot musculation. Jusqu'à il y a très peu de temps, le mot musculation en danse, on n'avait pas envie d'en entendre parler. Parce que justement, il y a cette peur que tout d'un coup, le corps s'arrondisse. Parce que quand on se muscle, on a l'impression qu'on va juste devenir des bibins d'hommes. Alors que justement, je pense que la musculation, elle est importante si elle est bien faite avec quelqu'un, justement, surtout pour les danseurs. Je pense qu'on finit pas comme un bibin d'homme, mais elle est nécessaire, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Éléonore, mais je pense que c'est un vrai renforcement musculaire qui est important. Là-dessus, ça change. Oui, je trouve que la mentalité change beaucoup. Après, c'est vrai que pour les anciennes générations, ça reste dans l'état d'esprit que quand on fait de la musculation, l'idéal, c'est d'avoir, par exemple, une danseuse qui est très peu musclée. Or, concrètement, avec ce qu'on nous demande, c'est pas faisable. C'est pas possible. Surtout avec le training qu'on nous demande en permanence, de plus en plus de spectacles, on a besoin d'avoir une certaine résistance, donc c'est pas possible. Et maintenant, on essaye d'orienter. Il y a aussi tout ce qui va être à côté, pilates, yoga, gyrotonique, qui vont aller dans le sens du mouvement, donc qui vont pas rester juste, par exemple, de la musculation propre. Mais après, c'est vrai que pour les hommes, ça reste quand même aussi, il faut porter la femme, il faut pouvoir gérer les manipulations. Donc il faut aussi de la musculation adaptée. Mais si ça va dans le sens du mouvement et dans le sens de ce qu'on attend de nous en tant que danseur, ça pose pas de problème. Oui, exactement. Ouais. C'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. Steven en prend un peu conscience pendant toute cette rééducation où tu montres justement quand il parle avec son ami, je crois. Il dit en fait avant la musculation, c'était un non-sujet. J'en faisais pas et maintenant en fait c'est devenu indispensable parce que sans ça, en fait je cours forcément à l'échec, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et effectivement, avant la blessure, lui, il n'était jamais allé dans une salle de musculation. Il prêtait aucune attention à son corps et à tout ça. Et c'est vraiment la blessure qui va lui faire prendre conscience de l'importance de tout ça, en fait. Et ce qui est fou, d'ailleurs, moi, quand j'ai tourné au Royal Ballet, ce qui est fou, c'est de découvrir ce fameux étage qui est complètement dédié à la santé du danseur. Je ne sais pas comment c'est dans les autres ballets, mais en tout cas, c'est comme ça au Royal Ballet. Et d'arriver, de voir qu'effectivement, il y a une salle de sport, qu'elle est pleine avec tous les danseurs dedans, filles ou garçons. De voir qu'il y a des masseurs, il y a tout un centre de pilates, il y a des nutritionnistes sur place, il y a même des psychologues. Il y a une espèce de prise en charge qui est assez impressionnante, qui effectivement est arrivée il y a 10 ans au sein du Royal Ballet. Mais de voir tout ça, en fait, c'est assez incroyable. Et de voir aussi que c'est plein. Parce qu'on pourrait avoir ça et se dire, mais est-ce que les danseurs viennent ? Et en fait, ils viennent, quoi. Et ils sont du matin au soir. Ils sont en train de s'entraîner. Dès qu'ils ont fini des répétitions, ils se font masser, ils finissent les pieds ou les jambes dans la glace. Je ne sais pas comment c'est pour toi, Éléonore, mais voilà, c'est assez fou de voir ça. En fait, c'est une vraie petite usine. En tout cas, tout le monde est là. Oui, il y a un vrai staff complet. Oui, c'est ça. Il y a une vraie prise en charge et un vrai staff c'était dédié. Une de mes questions, parce qu'effectivement, dans le film, tu angles sur Steven, parce que le film lui est consacré. Donc Steven, il est danseur étoile, donc on peut se dire qu'il a un statut un petit peu à part. De ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que finalement, c'est pareil pour un danseur du corps de ballet, en fait. Exactement, c'est ça. Et n'importe qui peut venir être suivi, quelle que soit la blessure. Il y a un vrai suivi. D'ailleurs, quand je tournais, il y en avait pas mal qui étaient blessés. Et
ils étaient pris en charge au même titre que Steven. Ouais. Et chacun a son programme établi par des coachs sportifs qu'il doit suivre. Et c'est assez fou quoi, de voir ça en fait. Comme quoi c'est possible en fait. Ça demande bien évidemment d'énormes moyens. Bien sûr. Oui. Ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a plein de compagnies qui ne peuvent pas aujourd'hui s'offrir ça non plus. Donc c'est vrai que le Royal Ballet, ils ont quand même un truc vraiment exceptionnel. Mais voilà, je pense qu'il y a... Enfin, voilà. Pardon, Elona. Non, mais en fait, je me posais la question, quel a été le déclic au niveau du Royal Ballet pour finalement s'investir là-dedans ? En fait, c'est lié, je pense, à Kevin O'Hare, l'actuel directeur du Royal Ballet, qui, lui, en fait, a dû arrêter sa carrière pour une blessure au genou. Et il a dû arrêter, je crois, à moins de 40 ans. Je crois qu'il avait 35 ou 36 ans. D'accord, bon, c'est mon âge. Voilà, pardon. Non, je te souhaite de continuer. Pas tout de suite. Et en fait, lui, il a vraiment pas pu redanser. Et quand il est arrivé au Royal Ballet, il a vraiment eu envie de mettre ça en place, quoi. Ouais, il y a eu une vraie prise de conscience. Oui, quoi. vraiment. Ouais. Et vraiment, c'est pour avoir passé beaucoup de temps aussi à discuter avec lui. Moi, quand je suis arrivé au Royal Ballet et que j'avais cette envie de faire ce film sur Steven, j'ai fait une grande réunion avec les responsables du Royal Ballet, donc Kevin, et en fait, eux, ils étaient super contents que quelqu'un fasse ce film-là sur ce danseur-là en particulier, pour justement montrer ce que eux, pas pour dire aux autres, regardez tout ce qu'on fait, c'est génial, mais justement, Kevin, c'était vraiment ça, c'était pour dire... c'est prise de conscience, en fait, quoi. Une vraie prise de conscience. Alors oui, il faut des moyens, etc. Ils en ont conscience au Royal Ballet, qu'ils ont une chance de dingue. Les danseurs en ont vraiment conscience. Mais voilà, c'était se dire, regardez, c'est possible. On peut y arriver et on peut faire en sorte que les danseurs finissent leur carrière par choix et pas parce qu'ils sont blessés, en fait. Ouais. Et c'est cette phrase que dit Steven à un moment donné dans le film, pour moi, elle est capitale. C'est hyper important d'entendre ça, quoi, de se dire, quand on est danseur, on a envie d'arrêter parce qu'on décide d'arrêter. Ouais. Et pas parce qu'on n'a pas le choix. C'est horrible de se dire, c'est tellement un métier magnifique que je pense que c'est dur de se dire, je dois l'arrêter parce que je suis blessé, quoi. Ouais, je pense que c'est extrêmement frustrant. Oui. Eleonore, tu le disais au début du podcast, tu es actuellement blessée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais d'expliquer ce qui s'est passé et aujourd'hui, où est-ce que tu en es et comment tu le gères ? Alors, on va dire que c'est un cumul de plein de blessures depuis à peu près 2 ans. Et la dernière en date s'est passée lors de ma première représentation de La fille mal gardée, où mon mollet a lâché. J'ai une déchirure de 15 cm qui s'est passée en scène. Et du coup, j'ai dû abandonner en cours de route le rôle de Lise pour laisser la place à ma remplaçante et pouvoir enfin me soigner. On va dire que sur le moment, il y a une grosse part de déni quand ça s'est passé en scène et que l'adrénaline a aidé à passer un certain cap pour quand même que je me dise « Ok, j'ai quand même posé le pied en scène et j'abandonne pas en cours de route sans avoir fait au moins un minimum ». Après, après, quand je suis sortie de scène et que l'adrénaline est retombée et que, on va dire, la réalité est revenue, c'était béquille, impossibilité de marcher, ni même de faire flex-pointe. Donc, c'était un tout petit peu compliqué. Ouais. C'était un peu la grosse gifle de retour. Et puis, là, j'en suis à 5, presque 6 semaines post-blessure. Et ça se traduit par une journée avec de la rééducation, des soins, le kiné, les visites aussi... on va dire assez régulière chez le médecin pour faire des échos, pour vérifier l'évolution de la cicatrisation, faire aussi le point avec la direction, pour savoir où j'en suis, quels sont les points d'avenir, de prod sur lesquels je pourrais être distribuée, comment ça va se passer, échanger là-dessus. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, et ça transpire aussi dans le film où Steven explique, il dit 20 minutes après, parce que lui, ça a été quand même... ultra violent, puisqu'il s'est retrouvé par terre au milieu de la scène, donc ils ont fermé le rideau, ils ont arrêté le spectacle. Là, toi, tu as pu sortir, entre guillemets, proprement. Et il le dit très bien dès le début du film, il dit le pire dans l'histoire, c'est que 20 minutes après, le spectacle recommence. Donc, show must go on. Ah, mais toujours. Exactement. On n'a pas le choix. Donc le spectacle redémarre et toi tu te retrouves avec ta blessure à devoir la gérer. Je sais plus pourquoi je disais ça et où je voulais en venir, mais globalement derrière après c'est tout un nouveau processus qui commence et un accompagnement qu'il faut ou avoir ou trouver. En
France, ça commence à changer, mais on est encore un peu dans le faut le trouver. Moins, en tout cas par rapport à ce qu'on voit au Royal Ballet, où on est quand même dans une armada hyper impressionnante. Je pense pas qu'on en soit là aujourd'hui, en tout cas en France. Et après, je pense que tu voulais relever par rapport à l'échange avec la direction, les coachs. Oui, peut-être. Avec la pression, peut-être. Oui, voilà, c'est ce côté, oui, voilà, où en gros, donc le spectacle s'arrête, il y a quelqu'un qui reprend, et le côté peur d'être remplacé à jamais. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous hante en permanence? Qui est vampirisant, oui. Oui, je pense. Hein. Complètement. Ouais. On va dire qu'à partir du moment où on est interchangeable, même si on est chacun unique avec notre marque artistique ou même technique, ne serait-ce que ça, tout le monde est interchangeable. On est quand même, nous, on est 154. Il y a de quoi faire derrière. Voilà, il y en a beaucoup qui attendent. Voilà, il y en a beaucoup qui attendent pour avoir leurs opportunités. Ouais. Et on se dit après, est-ce que les opportunités vont se représenter? Est-ce qu'on va nous refaire à nouveau confiance? Est-ce que nous, on va refaire à nouveau confiance en notre corps aussi? Donc si on commence, nous, à douter, comment la direction aussi peut prendre les choses en considération et comment on voit l'avenir. En fait, si on se dit on peut être échangé, oui, comment je vais arriver à me dire que oui, je mérite toujours autant ma place, je mérite toujours d'avoir les mêmes opportunités. C'est juste que ça demande un peu de patience et oui, et d'être, on va dire, bienveillant avec soi-même, mais c'est pas tous les jours facile. Non, c'est pas simple, et c'est un truc, j'ai l'impression, qui est ancré dès qu'on commence la danse, en fait. Oui. Parce que moi, j'ai fait une série aussi pour Arte qui s'appelle Seule la danse, où j'ai suivi des jeunes danseurs du Conservatoire national supérieur de danse de Paris. Et j'ai abordé ce sujet de la blessure avec eux. Donc, la première année où j'ai tourné avec eux, ils avaient 17 ans. Et j'ai abordé la blessure avec eux. Et je leur ai dit, comment vous la gérez, la blessure? Et eux m'ont dit, en fait, on la gère pas et on le dit pas. Et ça m'a vachement surpris parce que justement, en plus, le directeur, à l'époque, quand j'ai tourné, c'était Cédric Andrieux au Conservatoire, qui maintenant a pris la direction du ballet de Lyon. Mais lui-même, il a à cœur de vraiment prendre soin des danseurs. Donc, quand il est arrivé au conservatoire, il a tout de suite installé une salle de sport et une kiné sur place, etc. Et en fait, les élèves me disaient, mais non, parce que si on dit qu'on est blessé, le prof va nous mettre de côté, va nous dire de ne pas danser. Il y a les spectacles qui vont arriver, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les faire. Ouais. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir décrocher tel rôle, donc quelqu'un d'autre va prendre ma place, etc. Donc en fait, ça commence dès tout petit. Et comment faire pour que ça ne soit pas là dès tout petit, en fait, et faire limite... Ça, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est compliqué. C'est ça qui est très compliqué. Et comment se dire... rentrer dans ce métier de manière un peu plus sereine en se disant... arriver à faire comprendre aux jeunes qui démarrent que si tu es blessé, c'est pas grave. Mais il vaut mieux pouvoir continuer que de s'arrêter toujours ce truc, quoi. C'est dur, quoi. Y a ça, et pour les compagnies, un danseur, c'est aussi un investissement. C'est une ressource. S'ils n'en prennent pas soin, entre guillemets, on n'imagine pas le PSG prendre pas soin de ses footballeurs, c'est ça, pas une seconde. Et en fait, dans les compagnies, on a l'impression que c'est pas grave, de toute façon, il y en a plein d'autres, donc on change, et puis et voilà. Et encore, nous, on est très préservés parce qu'on a un emploi à vie. Oui, vous êtes en CDI. On est en CDI. Mais par contre... Ce qui n'est pas le cas au Royal Ballet. Oui. Et en fait, il y a toujours l'épée Damoclès de se dire, OK, si je suis blessée, si ça dure trop longtemps, on va me remettre en question ma place et du coup, mon contrat ne sera pas renouvelé. Oui, il y en a qui perdent leur contrat à cause de ça. Moi, je l'ai vécu quand je suis partie à Zurich en année sabbatique en tant que soliste. J'ai vu ça. Donc, en fait, et c'est très compliqué à gérer. Et les gens se disent, peut-être qu'en fait, je peux encore faire quelque chose, mais je ne peux même pas faire d'audition pour aller voir ailleurs si jamais, finalement, ça ne marche pas là où je suis. Donc, en fait, c'est une énorme contrainte. Et c'est comme si, à chaque fois, c'était pourvu que je ne sois pas blessée. Et pas, OK, même si on prend soin de soi, il y a quand même cette épée Damoclès qui reste au-dessus de la tête. Ce qui est dramatique, c'est que ça s'inculque, tu le disais, dès le plus jeune âge, en fait. C'est dès le départ. C'est comment changer ces mentalités. C'est être dans une sorte de confiance, je pense, déjà avec son professeur. Et pouvoir aussi dire que c'est pas parce que l'opportunité est loupée à ce moment-là qu'on ne l'aura pas plus tard. Mais ce système de confiance, il n'a pas été instauré en tout cas, moi, on ne me l'a pas instauré personnellement. Il y a plus de 20 ans, quand j'étais gamine.
pour me dire c'est bon, tu peux parler, ça va aller, t'es pas blessée. Hein, quand j'étais avec Claude Bessy en tant que directrice, c'était tu dis rien, t'encaisses. Oui, voilà, c'est ça. C'est Et exactement puis, ça. et puis tu gères avec le prof s'il est un peu cool pour te Ouais, dire puis que ça va aller. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment quelque chose qu'on voit. C'est Il y avait eu un film sur Benjamin Millepied à l'Opéra quand il était arrivé au sein de la compagnie La Relève, où il le dit aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est très anglo-saxon aussi de voir le côté un peu positif des choses et d'avoir cette culture du bien-être et d'essayer de prendre soin du danseur, etc. Je pense qu'il a amené ça aussi, lui, des États-Unis, en disant mais c'est complètement aberrant de voir les danseurs qui ont mal et qui ne veulent pas le dire, alors que tout le monde le voit, mais non, ils ne le disent pas. Le Royal a pris conscience de ça et met en place des choses. On voit Steven qui va parler aux danseurs de l'école du ballet en leur disant mais en fait, prenez déjà soin de vous avant de penser au reste. Et à côté de ça, tu le vois dans le film où même lui, quand il est sur le point de reprendre, je crois que c'est Casse-Noisette, où il essaye d'aller au bout du bout pour essayer de le faire alors qu'il peut pas, et qu'il en parle avec sa femme, où il y a une espèce de reprise de conscience de se dire mais en fait si j'y vais je vais tout exploser, quoi. C'est ça. Et de revenir en arrière, mais ils ont cette espèce de biais de se dire mais si j'y vais pas, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qui va se passer, de voir en fait que le côté négatif des choses plutôt que de se dire mais en fait si j'y vais pas, c'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. Et je vais me remettre et je reviendrai mieux après, quoi. Mais c'est dur de changer cette mentalité-là. Ouais, c'est ça. Parce que on a du mal à se dire que c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est dédramatiser, en fait. Et c'est pour ça aussi que Steven et moi, on avait vraiment envie de faire ce film-là, justement, comme ça, pour dire ça, justement. Parce qu'effectivement, moi, j'adore cette scène quand Steven s'adresse aux jeunes danseurs, les futurs grands danseurs du Royal Ballet, et qu'ils leur disent, si vous êtes arrêté 1 semaine, 2 semaines, 2 ans, c'est pas grave, en fait. Il faut l'accepter. Mais ça, il faut l'entendre, oui, dès tout petit, en fait. Il faut que ce soit un discours qui soit dans toutes les écoles, que tous les profs aient la même attitude vis-à-vis de ça, et que tous les profs se disent oui, c'est pas grave, en fait, tu as le droit d'être blessé, ça fait même partie de ce métier, en fait. Oui, il faudrait plutôt apprendre la gestion, l'anticipation, comment le traiter le plus rapidement possible et de manière intelligente pour que ça dure le moins longtemps. Et avoir une meilleure d'avoir les bons réflexes dès le départ, peut-être de prendre les blessures en amont. C'est-à-dire que quand ils ont un petit bobo, de le dire, plutôt que d'attendre que ça soit une fracture de fatigue ou quelque chose. À force d'accumuler plusieurs blessures, à un moment donné, c'est tellement grave que il faut vraiment s'arrêter. Et est-ce que tu peux reprendre derrière ? Pas sûr, quoi. Même, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que souvent, quand on est jeune, on n'a pas du tout le ressenti de quel type de blessure, de quel ressenti correspond à tel type de blessure. Et par exemple, ça va être quand on va faire l'expérience d'une déchirure qu'après on reconnaît les premiers signes d'un début de déchirure, donc on peut s'arrêter. Mais en fait, quand on est jeune, on n'a pas du tout, pareil, pour des œdèmes osseux, des fractures de fatigue, une inflammation, on ne va pas savoir où est le curseur. Et je pense que c'est aussi un apprentissage qui doit se faire progressivement, mais ça, c'est pas encore... d'apprendre à s'écouter un peu, quoi. Ça, c'est un truc à faire, vraiment. Et pourtant, à l'école de danse, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais vous avez des cours d'anatomie, on vous inculque un petit peu quand même à connaître votre corps, quoi. Donc il y a quand même... Alors, on est à l'école de danse, certes. C'est pour préparer le DE. Mais même si on le met en application... à la blessure, pas. Non. En fait, c'est juste une connaissance du corps que le danseur doit comprendre son corps, comment il marche, en fait. C'est surtout ça. Tout à fait. C'est ça, la mécanique du corps, mais pas forcément... Ça pourrait vraiment être intéressant de l'inculquer. Je pense que ça devrait faire partie de ces cours-là, en fait. Oui, tout à fait. Et de l'entendre à ce moment-là. Et je voulais, moi, te poser une question. Du coup, ça, c'est la blessure que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu en as eu d'autres avant ou c'est vraiment cet endroit-là ? Non, pas forcément à cet endroit, mais justement, est-ce que tu as eu déjà d'autres blessures ou J'ai eu pas mal d'autres blessures. D'accord. On va dire que là, depuis 2 ans, j'en cumule pas mal. J'essaye de comprendre aussi le pourquoi du comment en remettant beaucoup de choses à plat dans mon travail, dans mon énergie, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Trop, des fois. Et comme on disait, je suis une danseuse très explosive, donc à savoir doser pour qu'avec l'âge se faisant, que ne nous voilons pas la face, ça n'aide pas. Je puisse gérer, autant donner et en même temps pouvoir proposer à mon corps d'être moins dans l'effort,
pouvoir apprendre à être mieux préparé tout en ayant la même expressivité en fait. Alors après, dans les blessures, si on fait sur presque 18 ans de carrière, c'est compliqué, mais, mais j'ai pu avoir déjà des blessures à l'école de danse, j'ai eu des déchirures au psoas, j'ai eu des entorses des hanches, j'ai plein de choses comme ça, des entorses traditionnelles au niveau des chevilles, après des inflammations au niveau des genoux, des hanches, le cumul se faisant. C'est juste qu'avec l'âge, c'est plus compliqué pour revenir rapidement. Quoi. Donc, il faut habituer, pas forcer le corps. C'est la différence, alors qu'on pouvait revenir très facilement en étant plus jeune. C'est ce que tu montres aussi à un moment dans le film, où ils disent à 30 ans, on considère qu'un danseur est à son apogée, et à 35, c'est presque ça. Il faut réfléchir, en tout cas réfléchir différemment ta danse ou la façon dont tu travailles pour te préserver en fait. Peut-être qu'aussi la gestion pourrait être différente au sein de la compagnie. Après, je sais que les mentalités changent progressivement, mais la prise de conscience en tout cas, pourrait être généralisée. Et je pense que c'est pas encore le cas. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si on peut en parler, mais justement, qu'est-ce que fait l'Opéra de Paris quand il arrive les blessures? Comment se fait la prise en charge au sein de l'Opéra de Paris? Ça dépend. La prise en charge, on a un médecin du sport qui fait autant que possible les examens, pour qu'on puisse avoir les examens rapidement, ça c'est vraiment super. Avoir un diagnostic qui nous permette de savoir quelle prise en charge serait les plus adaptée. Et ensuite, on a des préparateurs physiques, des kinés, aussi des masseurs. Donc tout ça est en train de se galvaniser de plus en plus. Donc c'est en évolution constante en ce moment, particulièrement en ce moment, je trouve. Ou alors c'est parce que j'y suis plus. Il y a peut-être de ça aussi. Et à partir de là, on peut aussi aller voir des gens de l'extérieur, aussi des kinés à l'extérieur, pour quand on est encore libre d'aller voir qui on veut. Mais c'est vrai qu'il est proposé aussi au sein de l'opéra une structure avec le kiné qui nous suit, on vient quand on veut, on est suivi, il nous faut un suivi plus ou moins personnalisé. Et après, on a des soins sur lesquels on s'inscrit si on a besoin. Donc, mais on n'a pas forcément un parcours spécifique. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas autant abouti qu'au Royal Ballet. On ne va pas avoir la séance de pilates qui va nous suivre spécifiquement, même si je pense qu'ils sont en train d'essayer de le mettre en place. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore exactement le cas. Disons que c'est un parcours qui se fait encore individuellement, pas avec une prise en charge globale, mais plutôt en fonction de nos envies, de comment on veut être pris en charge. D'accord, ok. C'est une juxtaposition de soins différents. Exactement. Et pas pour l'instant un ensemble cohérent, orchestré en fait. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, il y a des choses qui vont arriver progressivement parce que je sais qu'il va y avoir des travaux à l'opéra, qu'il va être mis en place plus de choses. Mais par exemple, le bac de glace, ça va être moi qui vais aller chercher la glace derrière la scène pour aller le mettre dans un petit bac que moi-même j'ai acheté pour à la fin de ma séance ou à la fin de ma répète. Voilà, donc c'est pour dire. Une zone d'auto-soin. Oui. Ça, après, certains vont hurler parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais on n'est pas dans une séance de spa non plus. Non, mais c'est pas du spa en fait. Oui, mais pour certaines personnes, pour les plus anciennes générations, c'est compliqué de voir que c'est pas juste du confort, mais c'est aussi pour permettre qu'on soit plus performant parce qu'on exige de nous quand même d'être très versatile au niveau des styles, d'avoir un nombre très conséquent de spectacles, de passer de l'un à l'autre comme si de rien n'était, comme si le corps était adaptable comme ça en un claquement de doigts. Or, c'est pas le cas. Et voilà, tout ça nous permet en fait de pouvoir encaisser la surcharge de travail qui est de plus en plus importante. Ce que dit Steven à son chirurgien aussi. Et c'est partout parce que voilà, il faut faire rentrer l'argent. On en demande de plus en plus. Il y a de plus en plus de production, de plus en plus de styles aussi différents à devoir encaisser. Juste pour revenir sur ce côté spa,
ça viendrait à l'esprit de personne de dire que les rugbyman ils sont au spa quand ils sont dans leur piscine de glace et dans leur sauna pour récupérer d'un match. En fait, dans la pensée collective, c'est normal. On dit ça pour un danseur, on se dit qu'il a la belle vie. C'est Oui. assez hallucinant. C'est Alors, encore est-ce que le côté artiste et sportif. est-ce que c'est aussi de l'ancienne génération qui n'a pas eu tout ça et qui du coup jalouse un peu le truc en disant bah, oui mais avant c'était pas comme ça et on fermait notre bouche et puis voilà. Alors que bah il y a une prise de conscience globale qu'à un moment donné il faut prendre un peu soin de vous, ce qui me paraît cohérent et normal. Mais visiblement pas pour tout le monde. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est un Je pense qu'il y lié a au milieu incompréhension. qui Il y a une compréhension. Ouais. Parce qu'ils se disent qu'ils ont pu faire sans et que bah, du coup, il faudrait aussi qu'on puisse faire sans. Sauf qu'en fait, la structure n'est plus la même, l'intensité n'est plus exactement la Oui, même. il y a un vrai sujet Il y a d'intensité. des fois où on a, par exemple, à peine 2 semaines pour remonter un ballet, alors que quand je suis rentrée dans le ballet, c'était 1 mois et demi à 1 mois, vraiment le minimum. Donc en fait, on est dans des délais extrêmement serrés, avec beaucoup de castes pour contenter tout le monde, et c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup de travail. Donc par exemple, pour le corps de ballet, s'il y a 9-10 castes, c'est autant de répétitions en scène sur lequel on va user davantage les gens du corps de ballet. Alors ça va être super pour les solistes, et j'ai été en même temps soliste, et je remercie d'avoir ces opportunités-là, mais c'est vrai que pour le corps de ballet, c'est usant. Et donc du coup, c'est davantage possible d'avoir des blessures à ce moment-là, en fait. Donc voilà, c'est plein de paramètres différents qui se juxtaposent et qui font qu'il y a un paramètre blessure beaucoup plus important, je trouve, qu'avant. Oui, puisque ce que peu de gens ne savent, c'est que pendant que vous faites un spectacle, je dis n'importe quoi, mais vous faites le lac des Cygnes, en même temps, vous êtes en train de répéter autre chose qui n'a pas forcément, en plus, qui n'est pas forcément dans le même style. Donc, alors, il y en a qui sont plutôt sur un groupe classique et qui vont être dans le même style, et donc dans ce cas-là, le corps est entre guillemets habitué, mais si vous êtes sur du contemporain, globalement, il faut vulgairement tout inversé ou presque, et du coup vous demandez à votre corps de changer en permanence votre musculature. C'est comme si on demandait à un sprinter de faire une course de fond et le lendemain de refaire la même chose. Et le en corps fait, il comprend pas. Il doit encaisser et ça fait beaucoup. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ouais, complètement. Pendant le tournage, tu as aussi pu voir un peu sa vie de famille, puisque tu es rentré dans l'intimité du danseur. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup ému et qui m'a aussi un peu choqué quelque part. C'est quand il parle avec sa femme, qui, elle, a raccroché les chaussons parce que il a 3 ou 4 enfants, je sais plus, 3 je crois. 3 enfants. Que lui, il peut pas marcher, il peut pas les porter, il peut rien faire. En tout cas, il peut pas s'en occuper convenablement. Elle a tout plaqué pour que lui puisse reprendre. Toi, en tant que réalisateur et œil extérieur, comment tu vis ce moment-là? Comment tu vis ce moment-là? Et c'est un moment. C'était un moment assez particulier effectivement à vivre. En plus, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est-à-dire au moment où je tourne cette scène, j'ai juste demandé à Lise et Steven, comme ils font régulièrement, ils se posent régulièrement tous les deux sur leur canapé. Et comme Steven revenait d'une répétition, l'idée c'était qu'il y ait un échange avec eux sur ce qu'il avait vécu dans sa journée et comment il sentait les choses et tout ça. Et moi, après, je me suis effacé, je les ai laissés parler et c'est allé dans cette direction-là. Donc ça, déjà, c'était quand j'étais coincé entre ma caméra et la cheminée et mon casque sur les oreilles, et j'écoutais ce qui se disait. Et quand j'ai entendu Lise commencer à parler de ce qu'elle dit dans le film, je me suis dit, waouh, c'était effectivement très, très fort. Et du coup, j'en ai parlé après avec Lise parce que je voulais un peu en savoir plus. Donc, en fait, elle m'a expliqué que c'était... Elle le dit dans le film. Elle ne regrette pas ce choix. Et ce choix, en fait, elle l'a aussi fait parce que, donc, après ses 2 premières grossesses, ses 2 premiers enfants, elle est retournée au Royal Ballet. Elle a fait tous les efforts qu'il a fallu faire pour revenir en forme, corps de danseuse, pour être en forme, pour revenir à son rang. Elle était soliste au Royal Ballet. Donc voilà, elle a fait tous ces efforts-là. Ça lui a demandé beaucoup, mais elle l'a fait. Et arrivée au 3e enfant, quand elle est retournée au Royal Ballet,
elle a commencé à reprendre tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, elle s'est dit, cette fois, elle regardait les autres danseuses autour d'elle et elle s'est dit, cette fois-ci, je ne vais pas y arriver. Et en même temps, Steven s'est blessé. Donc, il y a eu un espèce de concours de circonstances qui est arrivé. Et du coup, elle a pris cette décision de se dire, de toute façon, là, pour le coup, nos deux familles sont éloignées, donc ils sont vraiment tout seuls. Ils n'ont pas leur famille à côté pour gérer les enfants. Donc voilà, elle a pris cette décision d'arrêter. Elle s'est dit que c'était le bon moment. C'était le bon moment, ouais. Et après, après c'est un choix qu'elle a fait, elle, c'est son choix personnel, c'est leur choix de vie, de couple. Donc voilà, même si ça lui a coûté, je pense, de prendre cette décision, mais en même temps, comme elle le dit dans le film, elle l'a prise et elle ne le regrette pas. Oui. En tout cas, c'est ce que moi, elle me dit. Donc, oui, après, tu peux ne pas le regretter sans que ce soit dur pour autant. Enfin, bien sûr, je pense que c'est extrêmement dur. C'est ce qu'elle dit dans le film. Oui. Depuis toute petite, elle s'imaginait... elle s'est imaginée danseuse au Royal Ballet, elle y est arrivée. Elle n'a peut-être pas atteint le rang qu'elle aurait voulu. Mais en tout cas, elle faisait quand même partie de cette compagnie avec un sacré prestige. Mais oui, ça a été assez dur. Et en fait, je m'étais dit que, bien évidemment, la famille de Steven était importante dans le film. D'ailleurs, Steven, on en avait beaucoup parlé. Il m'avait parlé beaucoup de ses enfants, de sa femme, etc. Et que c'était vraiment son socle à lui. Ouais. Et que sans ce socle-là, il n'en serait pas non plus là où il est aujourd'hui. Et suite à cette discussion, effectivement, sur le canapé, ça a renforcé mon envie de vraiment retrouver Lise régulièrement dans le film. Et c'est ce qui se passe, en fait. Oui, on la voit régulièrement sur les différentes étapes. À la fin, elle suit, elle l'épaule jusqu'au retour en scène. Jusqu'au retour en scène, etc. Et elle a un rôle fondamental dans l'histoire. Après, c'est vrai, quand j'ai fait pas mal de projections du film, et après, à chaque fin de projection, je rencontre le public et on parle beaucoup du film. Et c'est vrai que c'est la scène qui revient, dont on me parle souvent. Et c'est vrai qu'il y a même une personne qui m'a dit lors d'une projection, c'était une femme, qui m'a dit est-ce que vous envisagez de faire un deuxième film ? Alors, sur le coup, j'ai fait là, non, pas tout de suite. En tout cas, vous voulez dire suivre Steven encore ? Elle me dit non, parce que je pense que la suite, vous l'avez en fait, ce serait de suivre sa femme. Je fais ah oui, bien vu, effectivement. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi à un moment donné, vous un espèce de regard croisé. Vous ne suivez pas davantage la vie de Lise aussi en parallèle de celle de son mari, etc. Je dis en fait, ça aurait été un autre film. Ouais. Et oui, je comprends toutes ces remarques, bien évidemment, et j'entends vraiment l'importance. Et vraiment, pour moi, Lise, c'est un des personnages ultra importants dans le film et dans l'histoire de Steven. Encore une fois, sans elle, il ne serait pas là. Mais en même temps, voilà, moi, j'ai fait le choix de raconter son parcours, son histoire, son accident. Donc voilà, mais oui, pour moi, c'est une scène très importante. C'est très intéressant parce que, en fait, souvent, les gens s'imaginent qu'ils voient juste le côté blessure de la physique, voilà. Ouais. Mais ils s'imaginent pas tout l'impact que ça peut avoir sur la vie personnelle derrière. Quand il dit quand mon enfant me dit papa viens on va courir, non je peux pas. Très concrètement en fait les gens s'imaginent même pas en fait tout ce qu'il y a derrière comme impact. Moi je vois c'était lundi ma fille doit aller à l'école, ok je dois l'emmener en voiture parce que c'est à plus d'une demi-heure à pied. J'allais pas être avec les béquilles, il va falloir se réorganiser. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, on voit pas tous les côtés, mais c'est comme dans beaucoup de milieux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde voit les paillettes, etc. Et en danse, c'est pareil. Oui, c'est ça. Mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière, le temps qui est passé, l'investissement qu'il y a. C'est pareil, le film, c'est l'aboutissement, mais tu nous le disais tout à l'heure un peu en off. Toute la démarche pour pouvoir produire le film, c'est un sacerdoce en fait. C'est exactement ça. Les impacts et tout ce que ça peut avoir derrière, tu le disais, effectivement, il faut se réorganiser pour emmener notre fille à l'école. Ça perturbe en fait toute l'organisation de la maison. Là, dans le cas de Steven, ça perturbe carrément une carrière. Enfin, ça change une carrière, deux carrières en l'occurrence, la sienne, mais celle de sa femme aussi. Donc des impacts qui vont bien plus loin finalement que juste la blessure physique. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a des vrais dommages collatéraux à ça. Oui, et ça, c'est vrai que c'est dur à imaginer même avant que nous, on soit blessés. On n'imagine pas l'impact parce que presque la danse, c'est toute notre vie. Ça tourne que autour de ça.
Et au moment où on est blessé, en fait, on se dit, mais oui, mais du coup, je vais rester à la maison, je vais faire plein d'autres choses, on est moins joyeux, on est déprimé la plupart du temps. On peut être insupportable parce qu'on ne se dépense pas autant qu'avant. Voilà, donc en fait, même tout ce qui est autour de la santé mentale va jouer un rôle sur notre entourage. Comme il disait, oui, il y a des jours où, par exemple, on va avoir un peu plus mal, donc on va rentrer, on va être un peu plus bougon, on va moins bien prendre, on va avoir moins de patience. Et même si on l'explique pour ses enfants ou pour ma fille, par exemple, oui, elle va être là. Ok, mais maman, pourquoi t'es énervée comme ça? Oui, j'ai mal, ça va pas, j'ai pas eu de bonnes nouvelles, ou alors, voilà. Et c'est vrai que cet impact-là, avant d'être blessé, on ne se l'imagine pas en fait. Oui, complètement. Ouais. Oui, et puis c'est quelque chose. Moi, quand tu m'as appelé quand tu t'es blessé, tu as ton téléphone qui sonne à 21h50, tu dis mais ça doit pas sonner à cette heure-là en fait. Donc tu sais que c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Donc ouais, c'est tout de suite plein de choses mais on voit que la blessure elle est quand même présente dans votre esprit en permanence, parce que même pour acheter une voiture, on se dit on va prendre une automatique comme ça. Si jamais j'ai le pied gauche, au moins j'ai pas besoin de débrayer. Bon, pas de bol, la nôtre n'est pas automatique, mais comme je lui ai dit, je lui aurais dit, ça aurait été le pied droit, t'aurais pas pu accélérer, freiner, donc ça sert à rien de se projeter à ce point-là. Mais ouais, ça reste un sujet. La blessure chez vous, elle est omniprésente. Donc, en tout cas, cette espèce d'épée de Damoclès est souvent là. Et voilà. Comme un spectre qui nous suit. Oui, on espère juste ne pas croiser. Ouais, c'est ça. Non, pas lui. Fuyons. Ouais, puis tu le disais, on en revient un peu sur ce tabou. Les danseurs veulent pas trop parler, croiser les autres danseurs blessés. Tu nous le disais aussi avec Mathilde. Sur le film, j'ai croisé effectivement des danseurs qui m'ont dit moi, je veux pas voir ce film pour ces raisons-là, parce que ça porte la poisse de voir un autre danseur dans cet état. Et du coup, c'est très dur. C'est même très dur de convaincre les écoles de danse de voir le film, en fait. Parce que moi, j'essaye de justement mobiliser les écoles de danse, que ce soit les CRR, les CNSM, et même l'école de l'opéra. J'ai contacté l'école de l'opéra. Pour le moment, j'ai pas de retour par rapport à ça. Mais je trouve ça dommage, en fait, parce que je trouve que ce film, il est pour eux. Il est vraiment fait pour les jeunes, pour les générations futures de danseurs. Et il n'y a rien de mal dans le film. Enfin, voilà, c'est presque que du positif, en fait, parce qu'au final, le danseur, il s'en sort, donc c'est plutôt oui, ça finit bien. Positif. Et moi, j'aimerais que le film il serve à ça, quoi, qu'il serve vraiment d'outil pédagogique, comme tu dis, Éléonore, pour les écoles, quoi. Et c'est très compliqué de faire bouger les écoles pour voir le film. Très compliqué. J'espère. C'est fait. J'espère, et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé le podcast, parce que je partage cette vision-là d'essayer de démocratiser un peu et d'ouvrir un petit peu les esprits sur ce sujet. Donc j'espère que les gens qui nous écoutent iront voir le film et prendront conscience de ça. Et j'espère que passer le cinéma, on le retrouvera très vite à la télé pour que les gens puissent le voir plus largement. Ou en DVD ou en vidéo, enfin peu importe, mais que les gens s'intéressent à ce sujet-là. En tout cas, tous ceux qui projettent de faire de la danse de leur métier, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. On arrive vers la fin. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le film et pour la suite, pour toi? Beaucoup de spectateurs en salle. Voilà. Que le film ait une belle vie en salle, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent le voir, moi j'ai des super retours sur le film. La presse est plutôt extrêmement positive sur le film. Là, il vient de sortir en Suisse depuis le 8 mai. Donc ça, c'est bien. J'espère qu'il va y avoir d'autres territoires aussi qui vont le diffuser. Voilà, que ce film serve à quelque chose et qu'il soit le plus vu possible. Moi, c'est tout ce que je demande pour ce film. On lui souhaite une longue vie et belle vie en tout cas. Merci beaucoup. Éléonore, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à notre tour, à part un bon rétablissement? Une reprise sans blessure. C'est ça, ouais. Et de belles opportunités artistiques. Voilà. Super. Merci à tous les deux. Merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun sur vos réseaux? Stéphane d'abord, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre sur les réseaux? Moi, je suis sur Instagram et Facebook. Voilà. Ok, super.
Pareil. Eleanor, Instagram, Facebook. Super, eh ben, je mettrai les liens dans la description du podcast. Très bien, super. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.